For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club spécial récap UFC 276. C'était une belle soirée, une belle nuit, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Je voudrais commencer par dire un grand merci à monsieur Donald Cerrone. Merci pour ces années de MMA full baston, généreux, passionné. On ne peut pas, et la nouvelle génération ne doit pas se fier ne vous fiez pas à l'homme que vous avez vu ces dernières années, parce que il y a eu une gestion de carrière qui a été calamiteuse, hein, vraiment pendant 6-7 ans, ça lui a coûté beaucoup de PV. Je crois même que c'est Ned Diaz qui avait dit un truc du genre que c'était un peu une pute de prendre... une pute du MMA d'accepter tous les combats pour pas beaucoup d'argent, qui rendait pas service aux autres combattants en fait qui se battaient pour faire augmenter les cachets. Et donc voilà, c'était pour juste justifier le fait qu'il prenait tous les combats et que pendant quelques années, Cerrone c'était trop en fait, il combattait trop. Donc voilà, c'était une machine, hein, c'était un des mecs les plus attractifs et létal et généreux qu'on ait vu dans la cage. Mais ouais, non, Cerrone, il a bien fait d'arrêter avant d'être vraiment un mème, avant de devenir un mème permanent. Parce que là, ça faisait beaucoup, voilà. C'est pas évident hein, quand même de le voir quand même sous... Sa dernière victoire, elle remonte à mai 2019 contre Iaquinta. Et après, il y a eu 4 défaites, 1 non-contest et 2 défaites, dont celle-là, quoi. Donc voilà, merci, monsieur Cerrone, bonne retraite. Bien mérité. Ciao. Je vais commencer par me poser une question. Pourquoi O'Malley aurait dû perdre par disqualification? Alors, dans ce combat, on a eu des changements de garde qui ont prouvé que le game de O'Malley, des changements de garde de O'Malley, qui ont prouvé que le game plan de Munoz fonctionnait très très bien. O'Malley essayait de ne pas prendre les kicks constamment sur la même jambe, parce que ça faisait très mal. Donc il n'arrêtait pas de changer de garde. Il n'était pas du tout coordonné, comme d'habitude. Il était beaucoup dans les feintes, mais d'habitude il finit par envoyer. Et là, c'était quand même assez laborieux. Besogneux. C'était beaucoup de travail en amont pour pas beaucoup de touches signifiantes finalement. Donc il perd le premier round. On a vu qu'O'Malley avait accéléré dans le deuxième round. Mais globalement, on reste quand même sur du... Si on doit se fier à ce qu'on a vu, on reste sur du 20-18. Même s'il y a eu un petit peu plus d'agressivité sur la fin, son rythme, on aurait dit qu'il était un peu centré sur un rythme de 5 rounds. Comme s'il était dans sa tête, comme s'il avait le temps, en fait, alors que il était parti pour perdre le deuxième round et que ça aurait fait donc 20-18, ouais. Et... ouais, voilà, je sais pas. Donc au ralenti, bon, main ouverte. Donc voilà, au premier round, il y a déjà eu un premier avertissement de l'arbitre. Parce qu'il lui met le dos dans l'œil. La deuxième fois, voilà, ralenti, main ouverte sur une attaque adverse. Moi, perso, je sanctionne celui qui met la main dans le visage. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un no contest, hein, je crois, c'est ça. En fait, là où je suis pas d'accord, c'est que si c'est un combat sur 5 rounds, c'est dur de dire... Munoz a gagné parce qu'il a gagné le premier round. C'est pas assez. Et je suis d'accord. J'aurais mis no contest. Mais là, c'est un combat sur 3 rounds. Munoz, il en a déjà gagné 1. Il a fait du mal dans le deuxième. Il subit un premier high-poke et il en prend un deuxième qui lui raye la cornée. Donc en fait, il est victime complète dans ce bordel. Il a rien demandé et il subit les conséquences de 2 erreurs de son adversaire, qui en plus était dominé. Donc là, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Moi, franchement, je lui aurais donné la victoire, ce qui inclut un bonus de victoire. Et puis O'Malley, ça l'aurait un peu obligé à réfléchir à sa manière de défendre les jabs adverses.
parce que c'est un peu du John Jones là pour le coup, et c'est de la dirty defense boxing, et ça fait chier quoi. Franchement, ça fait chier. Les mecs qui défendent, putain, mais défendez le poing en avant quoi. Mettez pas les doigts ouverts quoi. Même l'arbitre, il devrait le dire plus souvent, hein, parce que franchement, c'est pénible. Donc voilà, moi j'aurais disqualifié O'Malley, voilà, pour ces raisons-là. Je suis pas un hater, ça je l'aime bien. D'ailleurs, j'aurais espéré qu'il gagne ce combat, ça aurait été cool. Mais s'il fallait être totalement objectif, franchement, je l'aurais disqualifié, quoi. Bon. On passe ensuite à la petite parenthèse. J'aimerais bien parler rapidement du game plan de Strickland. De toute façon, quand c'est rapidement, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc moi, j'ai trouvé étrange que Strickland, il reconnaît en conférence de presse que le gars le plus chaud, à part lui, dans la salle, c'est Alex Pereira, en disant ouais, lui il a dégommé lui, donc il a dit qu'en fait Alex Pereira, comme il avait dégommé Adesanya, c'était certainement le mec voilà, le plus dangereux dans la salle, un truc comme ça. Et donc tu dis ça, mais derrière ton game plan c'est rester debout à mi-distance en mode plot de circulation, comme ça. Et voilà, donc il a eu de la chance, ça a duré à peu près 3 minutes, c'est déjà pas mal. Il a eu de la chance qu'Alex Pereira mette longtemps à déclencher. Il a eu de la chance qu'Alex Pereira ait bizarrement du mal à mi-distance. Donc voilà, bravo à lui quand même, parce qu'il l'a placé, il a réussi. Là franchement, il a validé un highlight pour les 10 prochaines années. Tamponné UFC, franchement pour lui c'est parfait. Quoi qu'il se passe dans sa carrière, il a accompli, on peut pas lui enlever, donc c'est plutôt cool. Ce qui se passe, c'est que Strickland, il était 4ème dans la catégorie. Je pense pas que Pereira va faire le bon de prendre sa place 4ème, il va certainement faire 7ème, 8ème. Et du coup, comme Paulo Costa est 7ème, ben moi je trouve que ça serait pas mal de les booker. Bon, je crois que Paulo Costa, il a quelque chose là. Mais à l'avenir, ça serait pas mal de faire un beau duel Costa-Pereira. Avant d'éventuellement tenter un vrai call-out sur Adesanya. Un call-out justifié. Parce que là, je trouve que c'est un peu tôt. Parce que Strickland, il est 4ème, mais sportivement, il l'était pas vraiment, on le sait tous. Et surtout, c'était un match-up qui a avantagé Pereira, parce que c'était peu probable qu'on aille sur de la lutte. C'était peu probable qu'on aille au sol. Et d'ailleurs, j'avais pensé mon game plan de Strickland sur ça, justement. Désolé, je suis allé ouvrir à mon chat. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais ouais, le match-up l'avantageait. L'avantageait, c'est clair. C'est clair qu'on savait que... Ouais, donc je disais que je voulais... moi, dans la preview, j'avais pensé que Strickland allait plus chercher à lutter salement pour pourrir le combat, en fait. Je pensais qu'il le ferait au moins un round pour vraiment prendre un round validé. Il l'a pas fait du tout. Vraiment, il est resté... je sais pas ce qu'il a essayé de prouver, mais... compliqué. Hein. Donc voilà, dans les faits, moi j'aimerais bien qu'ils prennent Paulo Costa, mais dans les faits, il risque de se coltiner Vettori ou Whittaker, parce qu'on voit bien, après l'UFC Paris, parce qu'on voit bien que l'UFC fait tout vraiment pour le monter très 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 vite. Quitte à gratter une dizaine de places dans le matchmaking en affrontant directement quelqu'un comme Strickland. Donc voilà, je pense pas que ça arrivera, mais franchement ça serait un beau combat à Paulo Costa contre Alex Pereira. Et en plus, Adesanya, là il peut se payer un peu de repos mérité quand même jusqu'à Noël, je pense, si ça a lieu, parce que je dis mérité parce que le combat, on peut dire ce qu'on veut, il a été un petit peu ennuyeux contre Cannonier, mais il refuse personne et il est très actif pour un champion, donc ça on peut pas lui enlever. Donc voilà, repos mérité quand même, parce que quand on travaille la bouche fermée, c'est qu'on a bossé, quoi. Voilà. On passe à Robbie Lawler. Pourquoi il faut remercier Robbie Lawler en lui donnant un poste de consultant bien payé? Eh bien, pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est l'heure, hein, mon gars. T'as Donald Cerrone qui a posé les gants. Et je crois qu'il va falloir poser les gants, parce que le Lawler là, qui nous montre dans les highlights avant les combats avec plein de cheveux, qui foutait des KO à tout le monde, des parpaings, c'est fini quoi. Ouais, il a fait un beau début de premier round. Mais Barberena était pas en stress quoi. Il prenait les coups, il les encaissait, il était un peu chahuté à un moment ou deux.
mais à aucun moment il a montré qu'il se sentait en danger. À aucun moment il y a eu un reculoir panique. Il a reculé, il a encaissé son coup et il est revenu jabber la même chose, quoi. Donc moi je pense que c'est surtout le game plan de Barberena qui était le bon. Bon, quand je dis le bon, c'est entre guillemets. Parce que de toute façon, je pense que quel que soit le game plan, qu'il soit bon ou mauvais, lui il est là pour en prendre plein la tronche et claquer son KO, quoi. Ça c'est son style de combat. Faut en profiter tant qu'il a du menton, hein, parce que le jour où il aura plus de menton, lui c'est pareil, il va se prendre 5 ou 6 défaites d'affilée, ça va être tendu. Mais bon, pour l'instant il est attractif, en tout cas c'est plutôt cool. Donc c'était quand même un super combat entre les deux. Il y avait de la technique, beaucoup d'esquives dans le premier round. Voilà, après on a sorti les chemises de bûcheron et les haches et les tronçonneuses dans le deuxième, c'est parti. Ils sont partis en mode vraiment bûcheronnage de tronche. Ils se sont pas du tout épargnés. Donc c'est dur de placer Lawler dans le ranking aujourd'hui. Et je crois que là on est vraiment à Barberena qui était, ils en étaient au même niveau dans le ranking, sauf qu'il y en a un qui était complètement en train de monter et l'autre qui était en chute libre. Donc c'est dur de lui donner une position à Lawler dans le ranking. On peut enfin, franchement, à part lui donner un fight night chez lui, pour dire au revoir, bah, c'est plus du gatekeeping, quoi. Là, on n'est plus du tout sur un mec qui fait peur à qui que ce soit, quoi. C'est ça le problème. En fait, ça a basculé le jour où il a perdu contre Ben Askren, alors qu'il était à 2 doigts de le finir. La trajectoire, la dynamique aurait été très très différente. Et la remise en question, enfin tout, quoi. Tout. Et là, en fait, ça a fait que défaite. Bon, il y a eu certainement autre chose qui font qu'il en est là, mais bah, y a ce combat mythique, c'est certainement un des plus beaux combats qui nous a été donné de voir en MMA. C'était contre, merde, putain, le Canadien, enfin le protégé de Saint-Pierre à l'époque. Putain, j'ai plus son nom, merde. La honte. J'ai trouvé sur internet et j'ai vraiment honte d'avoir dû utiliser Google pour retrouver Rory McDonald. Et oui, c'est Rory McDonald, c'était vraiment un combat légendaire. Bon, ça date un peu, et c'est ça en fait le problème, c'est que ses meilleurs combats et ses highlights, ils datent un peu. Donc pour l'ami pour l'ami Robbie Lawler, va falloir un peu voilà, montrer autre chose que du highlight et des machins, parce que là, la réalité, elle est complètement différente. Donc voilà. Bon, pour Barberena, bah, c'est bien, c'est une victoire, fallait la prendre. C'était pas gagné d'avance non plus, hein. Quand je dis qu'il a encaissé les parpaings, je banalise un peu peut-être, parce qu'il en a quand même pris des belles. C'est compliqué quand même de l'imaginer faire un gros boulot dans le haut du tableau parce que il est pas non plus, voilà, la défense c'est pas non plus agence tout risque. Moi j'aimerais bien le tester contre Michael Chiesa ou Li Jingliang dans l'entrée du top 15. Je trouve que ça pourrait être très intéressant pour lui. Chiesa, il pourrait y avoir un peu de sol. Et Li Jingliang, clairement, pourquoi pas, quoi. Carrément, ça pourrait faire un très bon combat. Mais je crois qu'il est booké prochainement, mais dans l'idée, ça pourrait être plutôt sympa. On passe à Max Holloway contre Alexander Volkanovski, le banger. La question, c'est pourquoi Max Holloway reste fidèle à sa défense de striking? On le dit podcast après podcast quand on parle d'Holloway. La défense, c'est calamiteux. Il encaisse trop. Mais c'est trop, en fait. C'est trop. Voilà, donc il défiait pour la troisième fois le champion, hein, Volkanovski. Dans la preview, je me posais la question à savoir qui des deux a le plus évolué après les deux affrontements, chacun contre des adversaires au style très différent. Kata, Ortega, Korean Zombie et Yair Rodriguez. Voilà, 4 styles différents avec des qualités et des défauts différents. Et on a vu que les deux s'étaient très bien débrouillés et avaient eu aussi des moments où c'était un peu plus compliqué. Et là, ils se retrouvent. Et donc, c'est pour ça que la question, c'était qui s'est servi de ces deux combats pour se servir de tremplin dans cette trilogie, en fait. Pour donner quelque chose d'un peu... Une nouvelle impulsion, en fait, j'ai envie de dire. Moi, j'attendais Holloway avec un nouveau style, un nouveau game plan, parce que 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Ou ça a fonctionné, mais en tout cas, aux yeux des juges, ça n'a pas fonctionné. Voilà, pour éviter toute ouverture de débat stérile. Voilà, donc moi, Volkanovski, je le vois un peu comme un joueur d'échecs, puisque je joue aux échecs, et que ça me fait... ça me parle, ça me fait vraiment écho. Et c'est un joueur d'échecs qui a constamment 1 ou 2 coups d'avance. C'est très frustrant, vraiment, quand tu tentes tes meilleures combinaisons, les trucs les plus tordus,
et que tu recommences la partie, tu te dis je vais essayer celle-ci, je vais essayer celle-ci, tu refais une partie, je vais essayer ça, et en fait, il n'y a rien qui passe, quoi. Et là, c'est pareil, il y a une trilogie. Holloway, il a beau tout essayer, mais en fait, son panel de coups, moi, je sais pas, je veux pas faire genre, j'ai dit, machin, mais j'avais dit, est-ce qu'on n'a pas tout vu de Max Holloway? Et ça confirme peut-être un petit peu que on a tout vu de Max Holloway, et on a encore rien vu, entre guillemets, de toute l'étendue du potentiel et du prime de Volkanovski, quoi. Le mec, il est no limite. Il est encore dans la progression, en fait. Il est même pas à son pic de champion. Il a l'attitude champion, mais il a pas fini. Et donc, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, c'est quand tu regardes les déplacements de Volkanovski, c'est du Mozart en slow motion. Le mec, il a une vision en permanence. Il est tout le temps dans la vision. Donc ça demande une capacité de concentration qui est extrêmement haute. Parce que c'est pas sur 3 rounds, c'est pas sur... il fait pas ça sur 3 rounds en se reposant ensuite sur 2 rounds qu'il peut potentiellement perdre. Non. Là, le mec, il est sur du 49, voire 50, quoi. Il prend 4 rounds ou 5. C'est vraiment incroyable. Donc ça c'est un point. Ensuite, j'aimerais bien parler de la coupure, parce qu'il y a débat quand même. D'ailleurs, même les commentateurs français, hein, c'est Simon et Lapillus, je crois qu'ils disaient, voilà, la coupure, c'est chaud. Voilà, il mettait le coton-tige, il enlevait le coton-tige, il y a le... Ah, c'est bon, il y a le bout de chair, il partait avec. C'était chaud quand même. Le chat qui éternue. C'est bon. Donc voilà, coupure. Est-ce que Godard l'a prise en compte? Est-ce qu'il l'a surveillé? Ne serait-ce que, est-ce qu'il l'avait surveillé? Parce qu'ils l'ont même pas fait voir au docteur, hein, alors que ça pissait le sang. Est-ce qu'il avait consigne de laisser tourner tant que c'était pas très, très, très grave? Voilà, le fait est que nous, en France, on sort d'une polémique concernant des blessures saignantes autour de l'œil. Donc comment est-ce qu'on réagirait? Là, je me projette un peu, mais comment est-ce qu'on réagirait si Cyril s'en prend une et que l'arbitre arrête le combat à la fin du premier round, alors que là, ça n'a pas été arrêté. Voilà, donc on va tout le temps chercher des combats références comme celui-là. À partir de maintenant, on va dire « Ah, mais regardez, tel combat n'a pas été arrêté. Ah, mais regardez, tel combat a été arrêté. » On va rentrer dans un truc sans fin. Donc voilà, c'est le petit moment apaisement d'esprit. Apaisez vos esprits. Faites la paix, tous. C'est que du sport. Bon, bref. En tout cas, il va falloir s'accorder entre les organisations, mais surtout avec les médecins, sur ce qui définit ce qui doit être fait en cas de blessure à l'œil, autour de l'œil. Parce qu'on peut pas avoir, comme au foot, un arbitre qui met un carton rouge aujourd'hui et un autre arbitre sur la même chose qui demain mettra juste un avertissement ou un carton jaune. C'est trop frustrant en fait. Ça va générer des tensions qui pourraient être évitées et le mieux c'est qu'on n'ait pas à discuter avec un docteur ou avec un arbitre. Le mieux c'est qu'on ait juste à respecter, un peu comme au rugby. On ferme sa gueule, quand c'est sifflé, ça dégage, on n'en parle plus. Ça serait bien que ce soit comme ça que ça se passe. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais bien voir le sport du MMA prendre cette direction plutôt que celle qu'il prend en ce moment. Et non, je pense qu'il y a un vrai débat sur comment gérer les blessures à des niveaux d'organisation différents et qu'il faut vraiment se poser. Et surtout si elles passent toutes sur le Fight Pass. C'est un peu bizarre d'avoir des arbitrages à... Comment on dit? Géométrie variable, je sais plus. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que y a un truc qui est cool quand même, c'est que Holloway était présent mentalement. Et ça a souligné parce que n'importe qui d'autre, ou presque, aurait abandonné mentalement à l'intérieur de la cage. Et lui, il ne baisse pas les bras, quoi. Alors que vraiment, il y avait rien, il y avait aucune issue possible. Il y a rien qui passe. Et c'est quand même magnifique de se dire que ce mec ne se cherche jamais d'excuses, ne recule jamais devant rien. Putain, il a pris des parpaings ce soir-là. C'est vraiment... Volkanovski, il est allé. Hein. C'était généreux et tu te dis, waouh, Holloway, il est vraiment... Mentalement, il est fiable à 100%. Quoi. Vraiment, il craque jamais. C'est... Chapeau à lui. Chapeau à tous les deux, mais vraiment chapeau à lui pour ça. Parce que c'est... En fait, c'est tellement exemplaire d'avoir quelqu'un c'est tellement inspirant et exemplaire d'avoir quelqu'un qui a cette attitude-là dans la cage, malgré tous les coups qu'il prend.
ce qui n'est pas du tout bon pour sa santé. Mentalement, il a une attitude qui est à montrer à toutes les écoles de MMA, quoi. C'est incroyable. Voilà, félicitations à Volkanovski quand même, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est option légende, quoi. Je sais pas si on est en train de se rendre compte, mais c'est fou. Voilà, on passe au main event avec la question: quel moment tu combats la bouche fermée constamment? Voilà, vraiment, Israël Adesanya, on a l'impression qu'il s'applique à ne rien faire comme les autres. Voilà. Et son entrée sur le Graveyard Symphony de l'Undertaker, c'est clairement un moment qui va rester gravé. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est dans ma mémoire à tout jamais. Je suis fan obsessionnel de Mark Calloway, alias l'Undertaker. Voilà, il est magnifique. Ma figurine de l'Undertaker. Je l'ai même rencontré en Italie dans un événement WWE. Et j'étais ému de fou, quoi. Donc voilà. Je suis pas fan d'Adesanya. Je suis pas un fan inconditionnel d'Adesanya. Je respecte son aura sportive, ça c'est clair. Donc bravo à lui. Franchement, l'intro était incroyable. Et même Cannonier, il est passé complètement inaperçu dans ce spectacle. C'était un truc de fou. Bravo l'Undertaker. C'était incroyable. Dans la cage, Israël était attentiste, contreur. Il répondait ce qu'il fallait pour marquer les points nécessaires. Pas de superflu, pas de fan service. Vraiment, on sert le minimum. On gagne, on rentre. C'est voilà, game plan de champion pour pas prendre de risques, pour pas prendre le risque d'une défaite, quoi. Donc idiote. Donc voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. Il y a toujours des améliorations imperceptibles ou presque, comme dans son striking, il y a des petits trucs. Le cardio il cesse de repousser les limites de son cardio, c'est impressionnant. Combattre la bouche fermée. Il avait fait ça contre Whittaker la dernière fois. Mais comment tu fais ça, quoi? 5 rounds, le mec, il est tellement habitué à faire des 5 rounds qu'il arrive le jour du combat avec zéro stress. Sa bouche ne s'ouvre pas. Franchement, ça devient... c'est vraiment un ovni, ce mec. C'est vraiment incroyable. Voilà, en plus de ça, en plus de ces petites améliorations imperceptibles, il y a les déplacements qui sont toujours au top. Le mec est quasiment intouchable. C'est très frustrant. C'est vraiment beau et en même temps frustrant. Parce que du coup, on n'a pas d'adversité, on n'a pas de spectacle. En fait, sportivement parlant, c'est réussi. Spectaculairement parlant, c'est un peu ennuyeux. Donc, quand je dis qu'il a pas pris de coup, c'est pas vrai. Puisqu'il a une capacité à encaisser des gros kicks contre un adversaire carrément plus costaud que lui. On a vu, surtout en début de combat, qu'il a encaissé des gros calfs. Et puis ça branchait pas. Non seulement ça branchait pas, mais en plus il rendait le coup, quoi. Et on avait l'impression que c'était limite lui qui faisait plus mal que Cannonier. Donc c'est inquiétant. Donc moi, pour Cannonier, je me pose la question. Est-ce qu'il n'est pas un peu costaud pour cette catégorie? Est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner à retourner en light heavyweight dès maintenant? Pourquoi? La catégorie des light heavyweight, elle est en train de se refaire un petit peu. Il y a une génération qui tourne et il y a une génération qui arrive. Donc ça serait un moment important et opportun pour refaire un petit peu parler de lui, pour revenir un peu dans le mix. Et voilà, moi, franchement, j'étais lui, j'appellerais une petite revanche. Et franchement, un mec comme Dominic Reyes, une revanche contre Dominic Reyes, ça serait vraiment monstrueux. Jared Cannonier, Dominic Reyes, un bon main event de Fight Night. Franchement, je prends. Je prends grave. Donc, pour remettre le pied à l'étrier en light heavyweight, ça serait parfait. Contre un adversaire qui est pas forcément en plus, qui a pas forcément le vent en poupe, qui est plus qu'il était quand lui il l'a affronté. Donc pourquoi pas? Moi je trouve que ça pourrait être une bonne option parce que là, voilà, là il a eu son run, il a été mis devant le champion. Qu'est-ce qu'on fait? On repart en arrière, on refait le même. Non, faut un nouveau défi. Je pense que sa carrière elle est pas terminée. Donc voilà, pourquoi pas. On va pas descendre de catégorie quand même. Ça serait compliqué là. Voilà, écoutez, j'ai plus grand chose à dire pour ce petit react UFC 276. Voilà, j'espère que c'était cool. Je vous dis à très bientôt
Je vous dis les 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît, ça compte. Pareil sur Apple Podcast, l'abonnement sur Deezer et vraiment le petit pouce en l'air sur YouTube, ça aide vachement. Le petit abonnement, ça aide aussi, c'est cool. Voilà, allez voir le vlog Ares. Voilà, quoi d'autre? Ben, y a encore une petite interview de Ahmed Salamov qui va arriver. Véronica Macedo aussi. Et puis après, on va retourner à la petite routine qui va bien. Il y aura quoi? Bah, je sais pas, on verra peut-être une petite interview la semaine prochaine, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, moi, comme d'habitude, vous le savez, vous n'y manquerez pas et je reste fidèle à ma ligne de conduite. Je vous fais des gros bisous.